Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Michel Maffezoli, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne. Il publie L'Ordre des choses, penser la postmodernité. C'est aux éditions du Cerf. Michel Maffezoli serait né sous l'Ancien Testament, qu'il fut devenu prophète, sans doute. Il y a 10 ans, le sociologue avait publié L'Ordre des choses. C'est une réédition, penser la postmodernité, et c'est qui vient de reparaître aux éditions du Cerf, où il publiera d'ailleurs ses mémoires bientôt, l'année prochaine. Qu'est-ce qui est en jeu de nos jours? Vivons-nous la fin de l'humanisme bourgeois, structurellement individualiste? Une renaissance est-elle en train de se profiler, et si oui, laquelle? Avec son stéthoscope intellectuel et la richesse lexicale qui le caractérise, Michel Maffezoli nous aide à comprendre le temps que nous vivons, et c'est l'objet précisément de notre rendez-vous du Grand Témoin. Il croit au retour de l'idéal communautaire. Est-ce une bonne nouvelle et pourquoi? Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour cher ami, bonjour. À quoi correspond d'ailleurs cette réédition quand on décide de republier quelque chose? C'est qu'on estime qu'il y a une pertinence du propos qui doit être connue? On peut l'espérer. Écoutez, vous avez cité le prophète, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce que disait Léon Bloy à ce propos. Il disait: le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Voilà une belle formule. Et en gros, c'est mon propos depuis 40 ans, de rendre attentif au fait que ce que l'on avait cru dépasser, dans notre progressisme un peu bené et destructeur, le progressisme, est en train de laisser la place au retour de la tradition. Voilà. Et pour moi, c'est ce retour. À quoi le voyez-vous? Vous savez, vous avez dit, je ne sais plus trop quoi, que je suis professeur sociologue ou truc. Professeur émérite à la Sorbonne, voilà. Mais c'est vrai ça. C'est vrai. Par contre, sociologue, ça me gêne beaucoup. Je voulais philosophe, dire, vous préférez? Non plus. Vous savez, Heidegger n'aimait pas être philosophe. Non, moi, j'étais un renifleur social. Donc, vous me posez la question. Mon travail depuis une quarantaine d'années a été de repérer une série d'indices. Puisque j'aime bien les étymologies, indice, index, ça veut dire pointer un certain nombre de choses que l'on ne veut pas voir, que l'on ne sait pas voir. Et mon travail a été d'écouter un peu cette herbe qui pousse. Voilà, et cela a donné toute une série de mes livres sur ce point. C'est-à-dire que des indices, par exemple, pour moi frappants, disons-le tout net, du retour du sacré, sous ces diverses modulations, là où le progressisme, le rouleau compresseur de la rationalité, Max Weber l'a bien montré, rationalisation généralisée de l'existence à l'issue du protestantisme, de mon point de vue, pour moi, il y a toute une série d'indices qui montrent, j'en sais rien, moi, les pèlerinages de Pentecôte, la multiplication de la fréquentation des monastères traditionnels, les journées de Lisbonne, vous voyez, etc., montrent bien que d'une certaine manière, tous ces jeunes générations ne se reconnaissent plus simplement dans l'engagement politique. Voilà mon propos. L'engagement politique, on insiste trop dessus, on fait trop de politique? Non, mais soyons clairs, actuellement, il n'y a que les vioques qui votent, n'est-ce pas? Excusez-moi, peut-être vous, enfin vous êtes jeune encore, mais je vois autour de moi, j'ai enseigné pendant 40 ans à la Sorbonne, mais mes 2 dernières décennies, ils n'étaient pas engagés, ils ne votaient pas. Et quand on voit 70% d'abstention, ce qu'on n'ose pas dire, 3 à 4 millions de non-inscrits sur les listes électorales. Moi, je connais, je ne vais pas vous donner ma vie familiale, mais 4 de mes filles ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Et des kilos d'étudiants, c'est le cas. Additionner l'abstention, les non-inscrits, les votes blancs, les votes nuls, un élu, quel qu'il soit, n'est plus représentatif. 10% de la population, c'est plus représentatif. C'est en ce sens, si vous voulez, que je considère, je sais que c'est grave ce que je dis, mais après tout, on est là pour le dire. L'idéal démocratique a fait son temps. L'actualité est là pour nous le montrer. Et de mon point de vue, alors vous avez peur de cela dans la phrase que vous avez employée tout à l'heure. Pour moi, oui, c'est un idéal communautaire. Pourquoi en ai-je peur? On le sentait dans votre ton, d'une certaine manière. Non, tout simplement, oui. Le mot communautaire fait un peu peur. Pas forcément sur cette antenne, mais non, mais j'entends, on dit plus communautaire, on dit communautarisme, tout simplement parce qu'on a peur du peuple. Souvenez-vous de l'adage scolastique, omnis potestas adeo per populum, tout le pouvoir à Dieu par le peuple. Et moi, mon travail a été de rendre attentif justement à ce pouvoir du peuple qui est là et qui est en train, pour moi, de ressurgir. Alors, c'est ça l'idéal communautaire, c'est-à-dire qu'une élite en voie de déshérence, c'est-à-dire qui sent qu'elle a perdu, que ces grandes valeurs modernes, en effet, ont fait leur temps. Individualisme, rationalisme, progressisme. Voilà, pour moi, le trépied moderne. Mais cette élite continue à maintenir ses valeurs, gauche et droite confondues, d'ailleurs, de ce point de vue. Voilà. Mais par contre, est en train de naître quelque chose d'autre qui n'est plus, justement, ce rationalisme, l'émotionnel, quelque chose qui n'est plus individualisme.
la communauté, quelque chose qui n'est plus simplement le progressisme, mais la progressivité, la tradition. Voilà, vous voyez un peu mon tripode, voilà, c'est une hypothèse, c'est mon travail, qui n'est pas bien vu dans le milieu intellectuel, soyons clairs, je ne suis pas très bien vu dans le milieu intellectuel. Et il n'en reste pas moins que je maintiens, je persiste et signe, et on verra bien. Michel Maffezoli, vous êtes un athée pieux, est-ce qu'on peut vous définir comme ça ? Vous aimez l'Église, vous aimez l'Église. Je ne vais pas vous dire... Votre bibliothèque est pleine de livres religieux. Voilà, je ne vais pas vous dire... la mystique, vous savez, je lis actuellement, je vous conseille de lire beaucoup de choses sur la mystique. Il y a un livre qui vient de paraître au Cerf sur le mysticisme, qui est très très beau, à bien des égards. Non, ne dites pas que je sois athée. Non. Un athée pieux, c'est différent. Je suis un vrai catholique, pas forcément un chrétien. C'est-à-dire C'est Joseph de Maistre qui disait quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que le christianisme culmine dans ce rationalisme protestant. Le catholicisme, qu'est-ce ? C'est à la fois ce grand mystère de la Trinité, et puis ce curieux polythéisme qui est le culte des saints, par exemple. Voilà ce qu'est le vrai catholicisme. Et moi, je suis de ce point de vue un vrai catholique. Vous regrettez beaucoup que ce culte des saints ait été placé à l'arrière-plan des préoccupations de l'Église. Qui, en gros, n'existe plus trop dans une Église qui n'est plus véritablement catholique. Je ne vais rien dire. Moi, je me souviens des discussions que j'ai eues avec Benoît XVI, qui avait lu tel de mes livres et on a discuté sur le relativisme qu'il critiquait à juste titre. Et je lui montrais, bon, bien sûr allemand qu'il était et connaisseur de Simmel, que le relativisme, c'était la mise en relation, essentiellement. Ce n'était pas la dénégation. Et que dans le fond, le culte des saints, polythéisme transcendantal, disait Joseph de Maistre, eh bien, c'est une manière, encore une fois, de vivre véritablement l'incarnation, le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire quand la transcendance devient immanente. Et tous ces saints, si vous voulez, moi, je lis Moragine chaque matin, vous voyez, la légende dorée, et où on voit tous ces saints qui sont célébrés et qui ne faisaient que traduire, vous avez compris quand je dis mystère de l'incarnation, c'est-à-dire quand la transcendance s'immanentise. Voilà, je ne sais pas si c'est pas un peu trop compliqué tout ce que je dis. Michel Maffezoli, vous dites que le sociétal aujourd'hui tient un discours sur certains sujets quasiment psychiatriques et vous opposez au sociétal la socialité. Alors, encore un des mots de votre lexique très riche. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites? Il y a une sorte d'obsession de la société aujourd'hui sur ces questions. Écoutez, d'abord une petite parenthèse. Ce sont des questions communautaires. À titre personnel, c'est-à-dire que j'ai un peu le regret d'avoir lancé dans les années 70, moi, le mot sociétal, dans mes premiers livres, en rendant attentif que ce n'était pas simplement le social rationnel qui allait prédominer, mais le sociétal, ce qui était profond, en quelque sorte, ce qui faisait intervenir toutes les dimensions imaginaires. Je suis disciple de Gilbert Durand, donc de ce point de vue, etc. Maintenant, le sociétal, c'est devenu rien du tout. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi dire, on parle du sociétal. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors, le woke, les genres, je ne sais plus trop quoi, LGBT, j'arrive jamais à dire la formule correcte, c'est que ce n'est, comment dire cela, que la forme ultime de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire quand on va universaliser une particularité, le sexe, la peau, le genre, voyez, etc. Et donc, voilà ce que je critique. Moi, je pensais que c'était au contraire une réponse communautaire à une vision surplombante, rationnelle, qui avait caractérisé l'Occident. Oui, mais j'ai bien dit, une caricature. Vous savez, quand quelque chose s'achève, ça devient caricature. Et écoute, ce que je dis est grave, vous voyez, c'est-à-dire que, dans le fond, nous sommes en train de vivre la fin de la philosophie des Lumières. Et que le wokisme, sous ses diverses modulations, n'est que la forme, je dis bien, caricaturale. Qu'est-ce que c'est que la caricature? C'est qu'on charge le trait de quelque chose qui n'a plus cours. Voilà. Alors, c'est en ce sens que, oui, moi j'ai créé le mot socialité. Et celui-là, j'y tiens, ce mot. C'est-à-dire pas simplement la sociabilité, mais l'être ensemble. Et c'est cet être ensemble qui me paraît important. 7h41, le grand témoin de Louis Dauphren et Michel Maffezoli. Il publie L'Ordre des choses, penser la postmodernité, ou plutôt il republie cet ouvrage. On est attentif au fait de savoir, donc au signe précisément, Michel Maffezoli, comment réenchanter le monde? Est-ce que le mot réenchantement aujourd'hui a toute sa place et quel corps lui donner?
Je vous ai dit tout à l'heure, à mon avis, il y a toute une série d'indices qui montrent de ce réenchantement. Je rappelle que le désenchantement, c'est justement Max Weber qui le montre au début du protestantisme, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et comment ce désenchantement, après, est devenu un simple déisme, théisme, et puis, à vrai dire, Dieu disparaît. Tandis que le réenchantement, je dis bien, c'est cette espèce de... comment dire, de cette source vive du sacré, comprendre le visible à partir de l'invisible. Hein. Peggy avait cette belle formule, tout commence en mystique et s'achève en politique. Moi, je poursuis. Hein, la politique est en train de s'achever et la mystique revient. Mais soyons clairs actuellement, ce que je dis, c'est pour la société officieuse, pas la société officielle, qui, elle, reste sur ces grandes valeurs du désenchantement. Moi, il me paraît qu'il y a toute une série d'éléments qui rendent attentifs, en particulier chez ces jeunes générations, hein, quelque chose qui fait qu'il y a, je dis bien, cette espèce d'appétence, dans le sens fort du terme, pour ce qui n'est pas simplement rationnel. Peut-on réenchanter le monde si on est ignorant justement de dimension mystique d'une formation? Parce que c'est aussi ce qui caractérise Michel Maffezoli, peut-être une partie de la jeunesse qui n'a pas accès, peut-être parce qu'on ne le lui a pas donné, à une forme de savoir pour construire son propos. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai d'un point de vue officiel ce que vous dites. En même temps, réseaux sociaux aidant, Internet, hein, moi je considère qu'il y a lieu d'y être attentif à cela. Eh bien là, il y a toute une série de groupes, groupes de jeunes, justement, qui ont une vraie appétence là-dessus. Je vais vous avouer, moi, je travaille, vous le savez peut-être, sur Saint Thomas d'Aquin, curieux Saint Thomas d'Aquin. Bon, j'ai trouvé une quarantaine de groupes de jeunes travaillant sur Saint Thomas d'Aquin, Internet aidant, vous voyez. Donc moi, je suis attentif à cette espèce de réseau comme ça, réseaux sociaux, forums, blogs de discussion, etc., qui un peu contreviennent à ce que vous indiquez. Officiellement, c'est vrai, ces jeunes ne se reconnaissent plus dans le sacré. Officieusement, il y a, puisque j'ai cité Zimmel tout à l'heure, le roi clandestin de l'époque, pour moi, c'est ce retour du sacré, ce retour en quelque sorte des obligations. Je voudrais, si vous me le permettez, et vous me le permettrez tout à l'heure, vous lire une phrase de Simone Weil, la grande, la philosophe, hein, etc. On sait ce qui est sa vie, etc. Qui montre bien en quelque sorte comment ce qui a marqué la modernité, c'est les droits. Des droits de l'homme, machin chose, etc. Et elle le rend attentif dans son livre L'enracinement. L'enracinement, c'est pas rien. Justement, à côté des droits, aux devoirs, aux obligations. Et pour moi, il y a ce retour des obligations. Je lis ma phrase. Mais allez-y, Michel Maffezoli. Je l'ai amené, je l'ai lu hier, je l'ai relu hier, c'est pour ça que j'ai dit, c'est parfait. Elle montre, si vous voulez, comment, dans le fond, le droit, c'est un mélange de bien et de mal. Et car la possession d'un droit implique la possibilité d'en faire soit un bien, soit un mauvais. Au contraire, l'accomplissement d'une obligation est toujours inconditionnel à tous les égards. C'est pourquoi les gens, écoutez la phrase, de 1789 ont commis une erreur si désastreuse en choisissant comme principe de leur inspiration la notion de droit. Vous vous rendez compte? Et pour moi, c'est cela que j'appelle la tradition, ou même à bien des égards le retour d'un nouveau Moyen-Âge. Il y a chez ces jeunes générations l'appétence pour l'obligation, pour le devoir, et pas simplement pour les droits. On est saturé par la rhétorique des droits. Moi, il me paraît, et le droit de l'homisme, les divers trucs, LGBT, machin chose, le genre, tout ça, ça c'est la fine pointe, la fin de ces droits de l'homisme. Alors que de diverses manières, en tout cas, excusez-moi, c'est cela mon travail, hein, moi j'essaie de repérer justement le fait que, même s'ils ne disent pas obligation, même s'ils ne disent pas devoir, il y a quelque chose de cet ordre qui revient à ce que j'ai appelé l'ordre des choses. Hein, l'ordre des choses, c'est le retour des lois naturelles, en quelque sorte, qui sont, je dirais, l'inscription des lois divines. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Les droits naturels, ces devoirs, ces obligations, hein, telles que la philosophie scolastique l'a montré, n'étaient que l'expression naturelle du surnaturel. Michel Maffezoli, les mouvements sociaux que l'on va peut-être connaître, vous estimez que c'est l'écume des choses, le moment politique que l'on vit en ce moment? Si vous allez dire c'est la fine pointe de la fin de l'ère qui s'achève? Oui, le mot que j'emploie d'ailleurs dans la préface de ce livre, je rappelle cette expression ésotérique qui, moi, me paraît important, ordo ab chaos.
Hein, chaque fois que s'achève une époque, il y a du chaos, du désordre. Et l'actualité politique n'est pas exempte naturellement de ce désordre, mais qui pour moi ne font qu'exprimer la fin de l'idéal communautaire, démocratique. Donc la fin de la verticalité du pouvoir aussi. Oui, en gros. Hein, c'est-à-dire que quelque chose qui renvoie sur cette verticalité du pouvoir. Vous savez, la seule idée qui restera de toute mon œuvre, c'est le pouvoir et la puissance. Hein, chacun a une idée, Heidegger l'a bien montré. Moi, je l'avais montré en 70. Pouvoir institué, pouvoir des institutions, puissance du bas, puissance de la sagesse populaire. Quand ça marche, c'est bien. L'idéal démocratique, c'était ce rapport entre le pouvoir et la puissance. Actuellement, il y a une déconnexion très forte entre ce pouvoir et la puissance. Vous savez, ils n'aiment pas le peuple, ces gens-là. Hein, ces institutions, le peuple sent mauvais, le peuple pue du cul un peu pour eux. Je vous prie de m'excuser, mais il n'en reste pas moins que c'est pas bon, le peuple. Alors que de mon point de vue, il y a cette sagesse, si vous voulez, qui est en train de ressurgir. Voilà mon hypothèse, peut-être que je me trompe, mais que d'une certaine manière, il y a un nouvel ordre en gestation qui n'est plus la verticalité, vous avez raison, qui est cette horizontalité. Et les réseaux sociaux renvoient à cette horizontalité, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, soyons clairs. Mais on voit toujours le pire. À mon sens, il y a lieu de voir le meilleur, ou ces formes, vous voyez des mots comme ça qui apparaissent. Générosité, solidarité, entraide, partage. Ça, ce n'est pas des mots économicistes. Hein, ce n'est pas des mots du pouvoir d'achat et autres inflations dont on nous rabat les oreilles. C'est au contraire le fait qu'il y a ce que dans notre jargon sociologique, on appelle une solidarité organique. Hein, des mots orientés sur le don de gros, soi. Moi, je me souviens, il y a quand il y avait et le sens de la vie. Cette espèce de pseudo-maladie, la psychomaladie, dans mon petit village de Stevenol, j'entendais telle voisine qui, n'ayant plus d'argent, dit « je n'ai plus à manger pour ce soir ». Et l'autre voisine lui disait viens dîner chez nous ce soir. Voilà, enfin, des quantités de petits trucs basiques, simples, vous voyez, et qui pour moi constituent véritablement la société en gestation. Merci beaucoup Michel Maffezoli.